Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et merci Seb pour cette intro. Je ne sais pas si je serai à la hauteur de tout ce que tu as annoncé là. Tu l'as dit, je suis entrepreneur et philosophe, mais en fait ça ne veut pas dire grand-chose. Je crois que le fond de ma démarche ou de mon projet de vie, il tient plus à celui des soignants, en fait. Pourquoi des soignants ? Parce que la première étape du soin, c'est le diagnostic. Et je crois que c'est là que la philo est utile. C'est le diagnostic par les mots. Et moi, j'aime beaucoup, et j'ai fait mienne cette citation de Wittgenstein qui dit « La philosophie est une bataille contre l'ensorcellement de notre intelligence par le langage. » Eh bien, je crois qu'elle n'est rien de plus que ça. Mais c'est déjà pas mal. Et je crois que le soin, c'est ça aussi. C'est d'abord mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X. Mais moi, je ne suis pas un soignant du corps. Je n'ai pas fait des études de médecine et je pense que je n'en étais pas capable. Mais je me verrais plutôt comme un soignant du corps collectif. Et ça a été ça, en fait, ma démarche avec Bicentral. C'est de mettre des mots sur des mots, M-A-U-X, des jeunes qui n'ont pas d'avenir professionnel à Bruxelles, par milliers, et une gare qui est laissée à l'abandon. Ça, c'était le diagnostic. Et puis l'entrepreneur en moi s'est dit, mais il faut aussi une thérapie, il faut un traitement. Et ça aussi, en fait, c'est la démarche du soin. Et vous avez peut-être entendu la formidable interview qu'a donnée un grand soignant, Axel Kahn, il y a quelques mois, juste avant de mourir. Il a fait une interview sur France Inter qui est un bijou, quand on se demande quel est le sens de l'existence. Et il disait, en fait, moi je suis arrivé à la conclusion que personne n'est autre chose que ce qu'il fait. Et je crois à ça, mais en tant que soignant social, je dirais personne n'est autre chose que ce qu'il transmet. Et que par la thérapie, nous pouvons poser un diagnostic sur lequel nous pouvons agir pour transmettre quelque chose qui est mieux que ce qu'on nous a nous-mêmes transmis. Et c'est un peu dans cette optique de soignant qu'il y a exactement un an, j'ai fait ce papier dans l'Écho intitulé « La sobriété n'est pas un projet de société ». Et j'ai été surpris de la virulence des réactions, à la fois positives et négatives, y compris de toute une série d'entre vous qui est ici dans la salle aujourd'hui. Et je voudrais remercier Stanislas et toute l'équipe de Transmutation de me donner la possibilité aujourd'hui d'aller plus loin que ce papier. Il vous est tout à fait accessible dans le petit fascicule, mais qui m'a aussi permis du coup d'aller plus loin dans ma réflexion personnelle sur ce sujet. Et donc quel est le diagnostic aujourd'hui ? Moi, je dirais qu'on vit dans un grand paradoxe, en fait, en ce début du XXIe siècle. Et ce paradoxe, c'est quoi ? C'est que nous faisons face à un problème. Je crois que tous ici, nous voyons ce problème qu'on pourrait appeler le bouleversement climatique. Je crois que le mot bouleversement, en fait, convient mieux que crise, que changement. C'est un bouleversement. Nous en mesurons l'enjeu. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous expliquer toutes les conséquences de la montée des températures. Vous le savez, nous le savons. Nous le savons. Et nous en connaissons les conséquences. Nous en connaissons aussi les causes. De mieux en mieux, nous en connaissons les causes. Et nous avons de plus en plus de solutions. Et pourtant, c'est comme si on ne parvenait pas à résoudre ce problème. Donc on a besoin de nouveau. Parce que pour moi, l'innovation, c'est amener quelque chose de nouveau. Mais la question, c'est de quel genre d'innovation on a besoin ? Est-ce qu'on a besoin d'innovation scientifique ? Oui, bien sûr, mais en fait, on a eu déjà des formidables innovations scientifiques sur la question du bouleversement climatique. La science, ces dernières années, a fait un travail remarquable. Les scientifiques ont fait un travail remarquable. Est-ce qu'on a besoin d'innovation technologique ? Oui, on
on a probablement besoin de plus d'innovation technologique, mais on a déjà fait des progrès extrêmement importants sur toute une série de technologies, que ce soit l'éolien en mer, que ce soit la capture du CO2, etc. On fait énormément de progrès technologiques. Donc, est-ce que l'enjeu est vraiment là? Il n'est probablement pas uniquement là. Est-ce qu'on a besoin d'innovation économique? Eh bien, au risque de vous surprendre, je pense qu'on a aussi énormément progressé en économie. Je ne crois pas que ce soit une science, mais ça n'empêche pas qu'on fasse des progrès. On a beaucoup appris en économie sur le dernier siècle. On sait ce que c'est l'aléa moral, on sait ce que c'est la théorie des jeux. On a développé toute une série d'outils pour répondre à cette question. Et manifestement, ça ne suffit pas. Et du coup, je me dis, mais est-ce qu'on n'est pas dans le champ sociopolitique? Est-ce que ce n'est pas dans ce cadre-là qu'on a besoin d'innovation? Et ça tombe bien parce que la thématique du jour, c'est sobriété et innovation. Et je crois que précisément, le mot sobriété, il est dans le champ sociopolitique. Alors je me suis dit, qu'est-ce que l'histoire, ou qu'est-ce que les générations précédentes peuvent nous apprendre sur les grands bouleversements sociopolitiques? Donc j'ai lu des ouvrages qui, à première vue, n'ont pas grand-chose à voir avec le bouleversement climatique pour vous parler aujourd'hui. Et j'ai découvert cet homme. Est-ce qu'il vous dit quelque chose? Moi, il ne me disait rien jusqu'il y a quelques semaines. Alors cet homme s'appelle Isaac Le Chapelier et c'était le président des États généraux en 1789, à partir du printemps 1789. Et cet homme est celui qui a géré l'Assemblée qui, la nuit du 4 au 5 août 1789, a voté l'abolition des privilèges en France. Et j'ai lu ce que je vous raconte ici dans ce livre absolument remarquable, où Bertrand Guillot explique comment, en une nuit, des problématiques qui existaient depuis des siècles, des injustices qui étaient là depuis des millénaires, ont été débloquées d'un seul coup, parce que le moment était là, mais aussi parce qu'il y a eu quelqu'un, comme Isaac Le Chapelier, qui est parvenu à mettre en place le dispositif qui a fait que ça a basculé. Alors, autre figure que j'ai découverte cet été, ou en tout cas, je me suis rendu compte que je la connaissais mal, mais juste avant ça, effectivement, donc entre l'embastillement de Voltaire, donc l'emprisonnement de Voltaire pour ses écrits de jeunesse, et Le Chapelier qui fait voter l'abolition des privilèges dans un grand moment d'euphorie et pas trop de sobriété apparemment, il y a eu 70 ans. 70 ans où on a eu l'impression que rien ne bougeait, que l'évidence était là, mais pourtant, d'un point de vue sociopolitique, on était bloqué. Deuxième figure que j'ai découvert cet été, alors lui, vous le connaissez très probablement, Léon Blum, et j'ai appris quelque chose que j'ignorais. Léon Blum a été président du Conseil, donc Premier ministre en France, pendant 1 an et 14 jours. C'est moins que le temps qu'il faut généralement pour créer un gouvernement en Belgique. Et pourtant, cet homme a présidé un gouvernement qui a fait basculer le monde du travail en France d'un ancien régime à un nouveau régime. Ce que, si vous êtes podcast, je vous conseille vivement le podcast Une vie héroïque sur la vie de Léon Blum. Ce que j'ai appris dans ce podcast, c'est que dans les discussions entre le patronat et les syndicats, il n'était pas question des congés payés. Il n'osait même pas demander ça. Et c'est Blum lui-même qui est parvenu à faire passer les congés payés en plus. Et toute cette discussion a pris moins d'1 mois. En fait, il n'était même pas encore formellement nommé président du Conseil quand il a fait voter entre mai et juin 1936, ce qui a révolutionné
le monde du travail en France. Et là aussi, entre le Capital de Karl Marx et le Front populaire de Léon Blum, 69 ans. Les changements sociopolitiques mettent du temps, mais ce n'est pas un temps linéaire. En fait, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Et puis d'un coup, quelque chose se passe et ça bouge. Et je me dis, entre les premiers travaux sur le bouleversement climatique, les premiers moments où on a commencé à en parler, le moment Voltaire ou le moment Karl Marx, et aujourd'hui, il y a un peu plus de 50 ans. Et ça me rend optimiste, parce que je me dis, en fait, la génération de l'évidence, celle qui a été élevée dès la petite enfance, dans l'idée qu'il fallait faire face à ce bouleversement, elle commence à arriver aux responsabilités. Et c'est vous, partout, dans les entreprises, privées, publiques, dans les universités, dans les collectivités. C'est devenu aujourd'hui pour nous une évidence qu'il nous faisons face à un bouleversement sociopolitique. Mais comme tous ces bouleversements, nous savons d'où nous devons sortir, mais nous ne savons pas exactement où nous devons aller. Et je me dis que les bouleversements précédents ont des choses à nous apprendre. Et je vous ai choisi ici 2 visages, mais j'aurais pu vous citer aussi Simone Veil et les lois sur l'autorisation de l'IVG dans les années 70, ou j'aurais pu vous citer Deng Xiaoping et l'incroyable transformation de la Chine dans les années 80. Qu'est-ce que ces gens ont en commun qu'on peut apprendre aujourd'hui ? Moi, la chose qui me frappe entre Isaac et Léon, c'est que ce n'étaient pas des fanatiques, c'était des pragmatiques, c'était des modérés. Et c'était des gens qui connaissaient bien à la fois le système précédent, dans la manière dont on pouvait l'utiliser, mais qui savaient aussi quelles étaient ses limitations. Le Chapelier, c'était un petit bourgeois de Bretagne, il savait tout ce qui n'allait pas dans l'Ancien Régime. Léon Blum, c'est quelqu'un qui est arrivé à la politique sur le tard. C'était d'abord un critique littéraire, c'était quelqu'un qui, son meilleur ami, c'était André Gide. Il venait de l'Ancien Monde. Et pourtant, c'est lui qui a fait basculer le monde du travail dans un nouveau monde. Et puis, il y a un 3e élément qui les unit, et c'est le cœur de ce que je veux vous dire aujourd'hui. Ce qui les unit aussi, c'est le courage. L'un et l'autre, c'est des personnes qui, à un moment donné, ont été courageux. Et je voudrais vous proposer cette notion de courage face au bouleversement auquel nous faisons face. C'est quoi en fait le courage ? C'est une vieille notion grecque, très discutée par Aristote. Et Aristote dit, en fait, le courage, c'est l'absence de 2 choses. C'est pas de lâcheté, donc ne pas fuir face au problème, et c'est pas non plus de témérité, c'est-à-dire ne pas aller volontairement chercher les problèmes qu'on n'a pas. Donc c'est une attitude qui est un peu entre les deux. Donc forcément, pas facile. Et en fait, le courage, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup dans le soin. Quand vous avez un patient, et les médecins ou les infirmiers qui sont ici le savent beaucoup mieux que moi, quand vous avez un patient à qui vous devez annoncer un cancer, ça demande énormément de courage de lui dire ça. Quand vous devez annoncer un décès à une famille, ça demande beaucoup de courage. Le courage, c'est intrinsèquement lié à la démarche du soin. Et récemment, il y a une brillante philosophe française, Cynthia Fleury, qui a écrit un livre que je vous recommande, qui s'appelle « La fin du courage », où elle montre toute l'importance de cette notion aujourd'hui, notion qui est un peu dévalorisée.
Et ce que dit Cynthia Fleury, c'est qu'en fait, entre le courage et la peur, il y a un rendez-vous secret. Je vais vous faire une confidence. Quand j'entends certains chiffres qui nous sont donnés, quand j'entends les conséquences du bouleversement climatique, j'ai peur. J'ai peur pour moi, j'ai peur pour mes enfants. Et le courage, c'est précisément cette attitude à laquelle nous contraint la peur, mais qui est une attitude ni de fuite, ni de désir. C'est une attitude où on l'accepte pour essayer de la dépasser. Et Cynthia Fleury a cette très belle phrase, elle dit on juge le courage d'un homme à ses peurs, celles qu'il s'est évitées, et, alors on n'a pas la fin, mais celles qu'il s'est embrassées aussi, dit-elle. Et Cynthia Fleury est philosophe et psychothérapeute. Et je crois que ce n'est pas un hasard que ce soit une philosophe psychothérapeute qui mette cette notion en avant, et que ce soit une femme qui dise cela, parce que c'est vrai que dans l'histoire, le courage a souvent été associé à la virilité, et je crois que ce n'est pas le cas. Au contraire, le courage, c'est une attitude profondément universelle. J'en suis convaincu. Tous, toutes, à un moment de notre vie, nous pouvons être courageux. Et d'ailleurs, si on regarde les grandes figures du courage dans l'histoire, elles sont très très différentes. Nelson Mandela est peut-être pour vous le symbole du courage. Ou c'est peut-être Rosa Parks, ou c'est peut-être Churchill sur les décombres de Londres, ou c'est peut-être un pompier qui se bat contre les incendies en Grèce, ou c'est peut-être une mère célibataire qui doit s'occuper de la vie de ses enfants tout en survivant économiquement tant bien que mal. Le courage, c'est, je pense, l'une des vertus profondément démocratiques. Elle est accessible à tout le monde. Et pourquoi je pense que le courage vaut mieux que la sobriété, et j'en suis convaincu, c'est que le courage, c'est la vertu du commencement. C'est ce dont on a besoin pour initier le changement. Je sais, certains d'entre vous ont fait leur la notion de sobriété. Et je ne remets pas du tout ça en question. Mais ce que je veux leur dire, c'est que la sobriété est la vertu de ceux qui sont déjà loin dans la démarche. C'est la vertu c'est la maîtrise. Cette vertu-là, c'est une vertu qu'on a quand on arrive au bout du chemin réflexif. Et d'ailleurs, un addictologue ou une addictologue qui voit un patient qui commence une thérapie de sevrage lui dira bien plus probablement « Madame, monsieur, je vous souhaite beaucoup de courage que Madame, monsieur, soyez sobre. » Bien sûr, la sobriété, c'est la destination, mais l'enjeu transformationnel, c'est le courage, parce que ce ne sera pas facile tous les jours. Se désintoxiquer de l'alcool ou de psychotropes, c'est difficile. Ça demande du courage. Que se passe-t-il aujourd'hui, à un moment où, puisque nous faisons face à des grands bouleversements sociaux, politiques, et à ce bouleversement climatique, nous avons besoin, je crois plus que jamais, de courage. Et qui s'est approprié le courage aujourd'hui ? Elle, Giorgia Meloni, 2019, son premier grand discours à l'accession des responsabilités en Italie. C'est donc la première personnalité politique d'extrême droite, fanatique, à la tête d'un grand pays européen. Premier grand discours de Giorgia Meloni, le courage du sens commun. Tom Van Grieken, qui est donc à la tête du parti politique qui, très vraisemblablement, en 2024, sera celui qui aura le plus d'électeurs en Belgique, y compris parmi la jeunesse. Que vend-il à la jeunesse ? Il leur vend du courage. Nous ne pouvons pas laisser le monopole du courage aux fanatiques.
Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre en termes de thérapie? Moi, je me dis que le courage peut être une boussole pour juger certaines actions. Vous avez sûrement vu ces jeunes qui ont envoyé de la soupe sur des tableaux de Van Gogh. Après, il y en a eu plein d'autres qui ont suivi. Est-ce que cette démarche est une démarche courageuse face au bouleversement climatique? Non. Non, je ne crois pas que ce soit courageux. C'est de la manipulation de l'attention pour une bonne cause, mais ça n'en reste pas moins de la manipulation de l'attention, c'est-à-dire exactement ce que font les fanatiques aujourd'hui pour nous détourner du courage face aux vrais problèmes. Donc ça, ce n'est pas courageux pour moi. Par contre, je trouve cette démarche-ci très courageuse. Vous avez peut-être entendu parler de cette dizaine de jeunes qui a introduit une action en justice dans le Montana et qui a obtenu gain de cause dans le Montana pour faire changer une législation sur les extractions fossiles qui ne tenait pas compte de l'impact climatique. Et ces jeunes ont introduit une action en justice qu'ils ont gagnée il y a 2 semaines. Donc ça a eu de l'impact. Mais pourquoi je trouve ça courageux? Dans le Montana, aux dernières élections, il y a 57% de la population qui a voté pour Trump. Dans le comté d'Helena, où ils ont fait cette action, c'est 70%. Donc ces jeunes, en intentant cette action, ils savaient qu'il y avait forcément un oncle, une tante, un cousin, des grands-parents, peut-être même des parents, qui étaient en profond désaccord avec la démarche qu'ils avaient. Moi, je trouve ça courageux. Je trouve que cette démarche-là est une démarche courageuse. Est-ce que nous, collectivement, en Belgique, nous sommes courageux? Je crois qu'on peut faire mieux. J'ai repris quelques exemples où je me dis, est-ce que nous pourrions être plus courageux? On consacre toujours 3% de notre PIB aux industries fossiles. On continue à subsidier un aéroport dont on sait qu'il a un impact environnemental fort et un impact économique discutable, où on subsidie des activités récréatives qui sont fortement émettrices de CO2, donc qui font partie du problème. Sommes-nous courageux? L'inverse du courage, c'est pas la lâcheté, c'est pas la témérité. L'inverse du courage, c'est le découragement. Et je ne vous cache pas que de temps en temps, la tentation du découragement, elle est là. Et moi, je me dis, je partirais bien sur une petite île en Écosse, j'aurais une petite maison au bord d'un lac, et j'écrirais, je lirais. Le soir, je me prendrais un petit verre de whisky avec un glaçon, et les mauvais soirs, j'en prendrais même 2. Et puis, j'aurais peut-être quelques moutons. Et voilà, je serais heureux. Mais est-ce que je serais courageux dans ces cas-là? Qu'est-ce que j'aurais transmis, en fait, à mes enfants, à mes petits-enfants, à leur génération? J'aurais fui. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous aussi, vous n'avez pas fui. Vous ne voyez pas le découragement comme une option. Si vous consacrez toute cette journée avec nous, c'est parce que vous aussi, vous vous dites, on ne peut pas être découragé. Cette option-là, elle n'existe pas. Alors il y a peut-être quelques milliardaires dans la Silicon Valley qui iront se planquer en Nouvelle-Zélande, mais même eux, probablement, cette fuite ne fonctionnera pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de thérapie? Moi, je me demande concrètement, en tant que personne,
comment je peux modestement ne pas fuir aujourd'hui. Et ma conviction, c'est que ce bouleversement climatique, il est aussi très local. Peut-être que le changement climatique ne se fait pas ressentir à Cours-Saint-Étienne. Mais moi, je peux vous dire qu'à Saint-Gilles ou à Anderlecht, il se fait ressentir déjà très concrètement aujourd'hui. Et ma conviction intime, c'est que si on veut sauver notre planète, et on le veut tous, évidemment, si on veut sauver notre planète, on doit commencer par sauver nos villes. Et c'est vrai, Seb l'a dit, moi je suis bruxellois, je suis un indécrottable bruxellois. Et donc je me dis comment être utile. C'est à ce niveau-là. C'est quoi le diagnostic sur Bruxelles aujourd'hui? Bruxelles ne va pas bien. Nous n'allons pas bien. Vous baladez dans n'importe quelle rue. Il fait sale. Comment est-ce que vous voulez transmettre l'idée du respect de l'environnement si l'environnement immédiat est sale? Ça, concrètement, c'est quelque chose qu'on peut changer. On sait, François l'a dit brillamment, on sait que notre génération ne vivra pas la baisse des températures. Donc on a besoin de verdure dans la ville. Nos enfants ont besoin d'endroits où il fait frais, d'endroits où il y a des arbres, d'endroits où il y a de l'eau. Ça, on peut le faire. Concrètement, on peut mettre des fontaines partout dans notre ville. On peut rendre l'eau accessible. Et il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. François parlait des pistes cyclables. On peut en parler à l'infini. Mais au-delà de l'infrastructure, on est de plus en plus nombreux à prendre notre vélo. Moi, j'y prends énormément de plaisir, mais j'ai toujours une peur quand je vais à vélo et que je me déplace à vélo dans Bruxelles. C'est que je ne suis jamais certain de le retrouver quand je l'ai laissé quelque part. Eh bien, la sécurité par rapport à ces investissements que nous faisons, c'est aussi faire face au bouleversement climatique. Et ça, c'est devant nous. Je vous mets cette image qui me fait terriblement mal au cœur. On a beaucoup parlé de la guerre du Midi ces dernières semaines. Et nombre d'entre vous ont eu le courage de dénoncer ce qui s'y passe. Ce qui se passe à la guerre du Midi est directement lié au bouleversement climatique. Ce sont des questions de migration, ce sont des questions liées au transport sans émission de CO2, puisque le train est quand même le moyen le moins polluant de se déplacer. C'est le cœur de l'enjeu. Et aujourd'hui, face à tout ça, on peut être découragé. Et quand on voit Sanna Marin en Finlande, Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, c'est des personnes courageuses, remarquables, et qui se sont découragées. Je crois que ça, c'est le danger aujourd'hui. Alors oui, c'est vrai, à Bruxelles, il y a 1000 responsables politiques entre les différents niveaux de pouvoir face à ce problème. Mais ce n'est pas une raison pour que nous, la société civile, nous soyons découragés par rapport à ça. Parce que c'est là que nous pouvons agir utilement et montrer que ce bouleversement n'est pas inéluctable, mais qu'on peut aussi apporter des solutions. Et en ça, je crois qu'on doit, comme nombre d'entre vous le font déjà, mais on doit continuer à avoir le courage de dire que les choses ne vont pas bien. Il faut avoir le courage de dire ça, y compris sur des choses locales. Et puis, on doit avoir le courage de se retrousser les manches, ensemble, comme on le fait aujourd'hui, pour prendre soin de nous. Merci beaucoup.